Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. L'état-major de la Garde nationale abrite une cérémonie de décoration au nom du président de la République, entrant dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Cours et conférence de la grande Mahadra Shingitienne d'Akjouj, le ministre des Affaires islamiques donne le coup d'envoi. De nouvelles procédures pour accompagner l'évolution du mécanisme du contrôle de la liquidité et le renforcement du principe de transparence, annonce la Direction générale du budget. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Merzouk, a décoré aujourd'hui à Nouakchott des fonctionnaires de son département et des éléments de la garde nationale, de la police, du groupement général de la sécurité routière et de la délégation générale de la protection civile et de la gestion des catastrophes dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Dr Bailaba nous en dit plus. Le siège de l'état-major de la Garde nationale a servi de cadre de la cérémonie de décoration des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Et c'est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Merzouk, qui a présidé la cérémonie. Ainsi, il a passé en revue des détachements de la Garde nationale, de la police, du groupement général de la sécurité routière et de la délégation générale de la protection civile et de la gestion des catastrophes venus rendre les honneurs. Et c'était en compagnie du chef d'état-major adjoint de la Garde nationale. Puis il a salué les autorités administratives et sécuritaires, une cérémonie ponctuée par la levée des couleurs. Les éléments décorés viennent de la Garde nationale, de la police, du groupement général de la sécurité routière et de la délégation générale de la protection civile et de la gestion des catastrophes. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, les walis de Nouakchott Nord et de Nouakchott Ouest, du chef d'état-major adjoint de la Garde nationale, de la présidente du conseil régional de Nouakchott et d'autres autorités. Le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel Sidi Amar Taleb a supervisé aujourd'hui dans la ville de Dakjouj le lancement des activités de la grande Mahadra Shingitienne, construite grâce à un financement de l'État des Émirats arabes unis. Cette institution vise à préserver le rôle pionnier que joue la Mahadra mauritanienne authentique dans la propagation des sciences islamiques. Abdullah Damaba. La ville d'Akjouj a été dotée d'une infrastructure d'enseignement islamique dénommée la Grande Mahadra Shingitienne. Le lancement de cette structure d'enseignement s'est tenu sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, des autorités administratives et sécuritaires de cette wilaya, de l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis dans notre pays. Cette installation scientifique a été érigée grâce à l'apport des Émirats arabes unis. Elle vise à préserver le rôle précurseur que joue l'enseignement originel dans le cadre de la diffusion des sciences islamiques et des différents domaines de la culture islamique. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Amar Taleb, a affirmé que la Mahadra Shingitienne est l'une des institutions d'enseignement qui s'est le plus distinguée dans le cadre de la diffusion des valeurs islamiques, en plus, dit-il, de la consolidation de l'identité nationale, ce qui, selon toujours le ministre, nécessite le développement de ces programmes d'enseignement. L'ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays, son Excellence Hamad Ghanen Hamad Mohajri, a fait part de sa satisfaction d'assister au lancement des activités de cette institution d'enseignement islamique et culturel. Il a par ailleurs exprimé le rayonnement et le rôle joué par la Mahadra Shingitienne dans la diffusion des valeurs islamiques en Mauritanie et dans l'espace sahélo-saharien. Plusieurs autres intervenants se sont aussi exprimés, dont le maire d'Akjouj, les notables de cette ville, le corps professoral et les apprenants.
Ils ont salué cette initiative et ont apprécié l'importante contribution de cet établissement dans la consolidation des connaissances et valeurs islamiques. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a, au cours de cette cérémonie, remis une distinction à l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis en reconnaissance du travail abattu et au nom des différentes composantes de cette grande Mahadra shingitienne. Il a par ailleurs présenté un cours symbolique donnant ainsi le coup d'envoi officiel des enseignements au sein de cette institution d'enseignement. La délégation s'est en outre rendue dans les différents compartiments de cette infrastructure, dont les salles de classe, le bloc administratif, le restaurant, entre autres. Cette cérémonie a eu lieu en présence du wali de Linchiri, Salseydou Alassane. Le bureau de la Fédération des services et des professions libérales a tenu aujourd'hui à Nouakchott sa 4e assemblée générale ordinaire sous le thème « Ensemble pour relever le défi de la digitalisation de l'économie nationale ». Dans la foulée, cette section patronale a procédé au renouvellement de son bureau. Abdelrahman Hamadan. Ensemble pour relever le défi de la digitalisation de l'économie nationale. Tel est le thème de cette 4e Assemblée générale ordinaire de la Fédération des services et des professions libérales tenue aujourd'hui à Nouakchott. L'ordre du jour de cette Assemblée générale porte sur la révision des textes réglementaires de la Fédération, le renouvellement du bureau exécutif ou encore l'examen des voies et moyens susceptibles d'améliorer la performance du secteur privé. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports a déclaré que l'Union nationale du patronat mauritanien est considérée comme partenaire actif et stratégique du gouvernement en matière de développement, raison pour laquelle le gouvernement attache une importance particulière à ces activités. Mohamedou Ahmedou Haïmid a indiqué que ces partenariats se reflètent à travers les programmes du président de la République qui accordent au secteur privé une part importante du plan de relance économique. Pour sa part, le président de la Fédération des services et professions libérales, Mohamed Ouloulad, a insisté sur le rôle majeur de la structure dans la consolidation du climat des affaires, qui s'est traduit par l'amélioration du cadre juridique régissant les entreprises et le développement des mécanismes appropriés pour l'investissement, tels que les codes des transactions publiques et la loi des partenariats entre le secteur public et privé. Le bureau exécutif de la Fédération, une fois élu, procédera à la mise en place d'un plan de travail adapté au contexte de la COVID-19 et capable d'atténuer ses effets sur les secteurs économiques relevant de la Fédération. Dans le cadre de l'exécution de la loi financière 2021 et en prévision de celle de 2022, la Direction générale du budget a acquis une quantité d'équipements techniques et logistiques pour accompagner l'évolution du mécanisme de contrôle de liquidité et de renforcer le principe de la transparence des transactions financières. Ce processus vise à fournir les données et documents nécessaires pour améliorer l'exécution du budget conformément à l'agenda défini dans la loi statuaire relative aux lois de finances et aux décrets qui sont appliqués et en application de la nouvelle version du système Rachat 2 répondant aux critères de transparence, de flexibilité et de sécurité. Ces directives traduisent les réglementations régissant le nouveau système de gestion des finances publiques. Et pour en parler ce soir, pour en savoir davantage, nous recevons ce soir M. Sadbou Rgad, qui est directeur de la préparation de la loi financière à la Direction générale du budget. Bonsoir M. Sadbou. Bonsoir. Alors pouvez-vous nous édifier sur ces équipements techniques et logistiques dont il est question et les mesures d'accompagnement pour un meilleur contrôle de la liquidité? Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler tout d'abord les cadres dans lesquels s'inscrivent ces mesures de réforme initiées en 2020 et renforcées, approfondies en 2021. Donc il s'agit de la mise en œuvre de la nouvelle constitution financière du pays, la loi organique relative aux lois de finances, qui introduit plusieurs innovations et qui vise à réaliser plusieurs objectifs, dont essentiellement favoriser la stratégie pluriannuelle du budget, c'est-à-dire placer les budgets dans le cadre pluriannuel, améliorer la transparence et accroître l'efficacité. Et pour réaliser ces objectifs, le ministère des Finances a introduit progressivement ces mesures de réforme à travers des budgets orientés vers des résultats, vers la responsabilisation du gestionnaire, la globalisation des crédits et la fongibilité asymétrique.
Ces équipements qui figurent dans ces images montrent les équipements nécessaires pour la mise en place de le rachat de le nouveau système d'information qui est préparé par des compétences nationales, des ingénieurs mauritaniens de haut niveau. Donc cette solution comporte des composantes. La première, c'est rachat 2 qui intègre toute la chaîne de dépenses et prend en charge la nouvelle architecture budgétaire, c'est-à-dire le budget programme. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le fin service, dédié essentiellement aux entreprises et aux usagers des services publics de la DGB. Ces fin services permettent d'envoyer des rapports réguliers et notifications destinées aux intervenants dans les processus d'exécution, assurer également des notifications automatisées des entreprises si l'évolution de leur dossier et des éléments requis dans le cas de rejet, et assurer également la gestion d'enregistrement automatique de contrats. Mais aujourd'hui, quels critères de transparence, de flexibilité et de sécurité, vous en parlez tout à l'heure, sont-ils appliqués au niveau du budget? La loi des finances, l'année 2020, a introduit plusieurs mesures qui facilitent l'exécution du budget et encadrent également la culture de transparence. Parmi ces mesures, on peut citer la déconcentration des mouvements de crédit, le mouvement entre article et article, partie et partie, c'est au niveau du département ministériel. Il y a également la déconcentration de l'ordonnancement de comptes spéciaux de trésor. Et il y a d'autres mesures également qui ont été prises malgré le caractère particulier de l'année 2020. Ces mesures ont été approfondies en 2021 à travers la mise en corrélation entre les sous-chapitres budgétaires et les activités, et également les liaisons entre ces activités avec le programme présidentiel mis en engagement et le programme présidentiel élargi ProPEP. Donc ce qui a permis d'améliorer la lisibilité du budget et améliorer également la structure du budget. On peut citer cette année, dans le cadre de la mise en place du budget, au moins 5 innovations, 5 mesures qui assurent la transparence, qui améliorent également la gestion budgétaire. La première, en ce qui concerne les nouvelles nomenclatures budgétaires. Comme je viens de le dire, il y a une corrélation entre les activités et les crédits budgétaires. Donc, les activités affichent les choix budgétaires. Donc, les départements sont invités cette année à respecter cette répartition en activités. Et donc, il ne sera pas possible cette année de faire un virement à partir de ces activités qui ont un sens clair. La deuxième mesure, c'est l'ouverture des crédits. Cette année, l'ouverture des crédits et même l'exécution des crédits est conditionnée par le progrès réalisé dans les activités du département ministériel et également la vérification de leur inscription dans le plan d'action du département qui devrait être approuvé et transmis aux services compétents du ministère des Finances en précisant les liens avec mes engagements et ProPEP. Les services sectoriels cette année vont réaliser la programmation de toutes les activités au niveau de rachat de 2. Chaque section ou bien chaque direction est tenue de programmer ses activités. Et donc cette année, les directions centrales sont le service émetteur de dépenses. Et ça s'inscrit dans le cadre de la responsabilisation des gestionnaires. Cette programmation est une condition préalable à l'ouverture, comme je viens de le dire, au crédit et également à l'exécution de ces crédits, et sera au cœur du processus de programmation de la trésorerie. Il fournira une vision plus claire sur le plan d'exécution de leurs activités. Eh bien, par exemple, cette année, durant les années passées, on parle de rachat de fermé, rachat d'ouvert. Avec cette nouvelle programmation, donc on va abandonner cette culture et on va également, je peux citer également une autre mesure qui joue un rôle très important dans la transparence, ce qu'on appelle la gestion des régies d'avance, qui a été utilisée dans le passé d'une manière abusive et que le nombre également
des régies augmente dans le temps et le montant. Monsieur le directeur Sadbou Regad, je pense que c'est très clair. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de la préparation de la loi des finances à la Direction générale du budget. Place maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie Covid-19, présenté par le Dr Sidi Zahaf, directeur général de la Santé. Chers citoyens, la situation épidémiologique de ces dernières 24 heures, marquée par 27 nouveaux cas et 62 guérisons, alors que, alhamdoulilah, on n'a pas enregistré de décès au cours de ces dernières 24 heures. Ainsi, le total de cas a atteint 16 662 et le total des guérisons 15 738 au moment où les décès sont au nombre de 422. Yarhamuhumullahu jami'an. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 502, dont 425 sans signes, 48 avec des signes légers et 29 en situation grave. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a, 2 à Tmbedra, 2 à Tchingiti, 2 à Nouadhibou, 3 à Oksar, 12 à Tevrakzena, 2 à Tiaret, 3 à Arafat et 1 cas à Elmina. Les tests effectués au cours des dernières 24 heures sont au nombre de 805, dont 760 de diagnostic avec 484 tests rapides et 227 tests de PCR. La répartition par wilaya est la suivante: 72 au Had Sharqi, 5 à El Gharbi, 44 à Nasaba, 48 au Gorgol, 65 au Brakna, 23 au Trarza, 4 à Nadra, 37 à Nouadhibou, 8 au Tagan, 18 au Guidimaka, 3 à Tirzamour, 20 à Nishiri, 358 à Nouakchott-Ouest, 31 au nord et 40 à Nouakchott-Sud. Le total de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 189 845, dont 163 049 de tests de diagnostic, répartis entre 124 902 tests rapides et 38 147 tests de PCR. Une dizaine de cadavres de pélicans blancs adultes, 245 juvéniles ont été signalés morts samedi au niveau du site de nidification de Dakhlet Toyor du parc Djaouling, parc national de Djaouling, à moins de 50 km du parc et à plus de 20 km du village le plus proche dans la commune de Ndiago. Abdoul Adamaba nous édifie. Après avoir constaté il y a de cela 4 jours 267 oiseaux cygnes qui étaient inertes à 50 km du parc national de Djaouling, situé à 20 km du village le plus proche de la commune de Ndiago, des tests ont été réalisés faisant état de l'existence de cas de grippe aviaire. Le directeur général du parc national de Djaouling a dans ce cadre déclaré qu'ils ont reçu il y a de cela quelques jours des oiseaux inertes. On a par la suite pris des échantillons pour les besoins des analyses au niveau des laboratoires. On a pris des mesures visant à protéger la santé des citoyens, comprenant essentiellement la fermeture de la zone aux visiteurs, l'arrêt de l'activité des pêches des habitants. Je tiens, souligne-t-il, à rassurer les habitants que des mesures ont été prises par le gouvernement en coordination avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les autorités locales pour protéger la santé des habitants. La maison de la jeunesse et des sports de la ville de Nouadhibou a abrité aujourd'hui le lancement d'ateliers sur le projet de réduction des risques de catastrophes au Sahel. Rencontre organisée par la Commission générale pour la sécurité civile et la gestion des crises en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement et les autorités régionales de la wilaya. Malika Nikli. Assurer une gestion efficace des catastrophes est un impératif en cette période de pandémie. À cet effet a eu lieu à Nouadhibou le lancement d'ateliers sur le projet de réduction des risques de catastrophes au Sahel, organisé par la Délégation générale pour la sécurité civile et la gestion des crises, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et les autorités régionales de la wilaya. À cette occasion, le Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud Ould Mustafa, a souligné l'importance de ces ateliers qui consistent en la discussion d'un projet de décision sur la gestion des crises dans la wilaya, qui servira de référence spécifique pour la gestion de toutes sortes de crises dans la région. Pour sa part, le délégué général adjoint de la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, M. Eli Ould Ahmed Salem, a affirmé que ces ateliers visent à discuter et à approuver une dotation spéciale pour la gestion des crises au niveau de la wilaya et à superviser le remplissage du formulaire des besoins des services régionaux intervenant dans la pandémie du Covid. Il a souligné que cette formation permettra aux différentes interventions au sein des services administratifs et des organisations de la société civile en matière de corona
de mettre au point un mécanisme de gestion des crises dans la région. Au nom du conseil municipal et des habitants, le maire et député de la ville, El-Qassem El-Bellali, qui s'était exprimé auparavant, avait souhaité la bienvenue à la mission de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, soulignant l'attention accordée par les pouvoirs publics à la protection civile. Le maire a affirmé que la gestion des catastrophes dans la capitale économique exige une attention particulière pour assurer la protection des biens des citoyens et des institutions de la région. Les participants à cet atelier ont suivi notamment des présentations d'exposés sur le contexte de la Covid-19, la mobilisation de ressources pour appuyer les pays du Sahel, la signature d'une lettre d'accord pour la mise en œuvre et les axes d'intervention du projet. Nous allons à présent nous rendre à Nouadhibou, à Tintin et à Kérédi pour prendre le pouls de la situation du coronavirus et le degré de respect des mesures préventives pour y faire face. Mohamed Ratat. Le marché de la CGP, qui reste la plus ancienne société de commercialisation de poissons Kakoni Nouadhibou, se transforme en marché de matériel de pêche. Ici, les gens vivent au rythme des mesures préventives décidées par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie du coronavirus. À la CGP, nous prenons toutes les précautions pour nous protéger du coronavirus de ces messieurs. Nous ne nous saluons plus en serrant la main, mais en se tendant les poings, 17 autres. Nous prenons le thé à 2 au lieu de 4. Depuis l'avènement du coronavirus, nous sommes très prévenants et nous n'avons jamais enregistré de cas à la CGP, dit celui-là. Nous respectons les gestes barrières et demandons à chacun d'en faire autant, car la maladie est réellement présente dans la ville. Le marché de la CGP, qui compte plus de 100 boutiques, n'en est pas pour autant sorti de l'auberge, la pandémie du coronavirus étant entrée dans une seconde vague qui n'en finit pas. De Nouadhibou, nous allons à Kayedi, où l'unité de réanimation du centre hospitalier de Kayedi est l'un des plus importants pavillons, en ce sens que c'est sur cette unité qu'incombe la responsabilité de venir au secours des contaminés graves à la Covid-19. Une unité qui comprend 4 lits et dotée d'un centre de production et de distribution d'oxygène. En attendant l'équipement d'une autre unité qui pourra accueillir un nombre plus élevé de patients. Selon Diallo Samba, le responsable de cette unité de réanimation, le service de réanimation a été créé en août 2019. Avant, il y avait une unité spécialement dédiée aux femmes enceintes qui subissent des césariennes. Aujourd'hui, dit-il, nous avons une unité de 4 lits en plus de celle dédiée à la Covid-19. Les populations de Kayedi louent les prestations de cette unité qui sauve leur vie et leur évite les évacuations à Nouakchott. J'ai une malade qui était dans une situation difficile, dit cette dame, et grâce à la réanimation, elle a vite repris connaissance pour être soignée. Très vite, les patients sont traités grâce à cette unité de réanimation, déclare cette autre femme, et cela nous soulage beaucoup. De Kayedi à Tintin, qui vit au rythme des mesures préventives contre la Covid-19, entrée dans sa seconde vague. Les rues et les avenues de la ville sont quasi désertes et nul ne sort qu'en turbané ou portant un masque ou équivalent. Les responsables de la commune suivent de très près l'évolution de la situation, appelant à conjuguer les efforts pour freiner la circulation du virus. Selon le maire adjoint, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées par 3 regroupements d'ONG et nous saluons ici, dit-il, l'apport des élus de la Moqata'a qui n'ont de cesse d'être en première ligne pour soutenir les efforts des pouvoirs publics visant à protéger la santé des citoyens. La société civile a été très active et nous avons fait de notre mieux dans nos campagnes de sensibilisation, dit cet autre. Les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens pour que les gens prennent conscience du danger de la Covid-19, déclare celui-ci. Nous respectons les mesures préventives et les gestes barrières. Nous nous lavons les mains, nous portons des masques ou équivalents. Nous respectons la distanciation sociale. Nous faisons tout pour éviter la Covid-19. Quoi qu'il en soit, entre les efforts déployés pour conscientiser les populations et le degré d'éveil atteint par celle-ci, la prévention s'impose comme le meilleur moyen de se prémunir contre la pandémie en l'état actuel des choses. La ville d'Attara a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de formation pratique
sur l'hygiène et l'élimination sûre des déchets hospitaliers au profit des agents de santé dans les wilayas de l'Adrar, de l'Inchiri, du Brakna et du Gorgol. Les participants à l'atelier auront à traiter pendant 5 jours des sujets portant sur les règles de santé dans les hôpitaux, les centres et les points de santé. Abdullah Damaba. Plus de 16 agents de la santé des wilayas du Brakna, du Gorgol, de l'Adrar et de l'Inchiri prennent part à cette formation pratique sur l'hygiène, la gestion des déchets hospitaliers. Ces derniers ont aussi été mis au parfum des règles d'hygiène en milieu hospitalier, des moyens de prévention, des voies et moyens pour circonscrire les infections, de l'élimination des déchets et des systèmes d'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Le directeur régional de l'action sanitaire DRAS en Adrar, Bakassoum, a déclaré que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'un plan pratique du ministère de la Santé afin de rehausser les compétences des travailleurs pour faire face aux risques, particulièrement ceux qui ont été imposés par la Covid-19. Les participants se sont en outre exprimés. Ils ont rappelé l'objectif de cet atelier se rapportant à la propreté en milieu hospitalier. Ces derniers ont ainsi souligné que cette rencontre est importante, particulièrement durant cette période de pandémie. Ils ont affirmé qu'il est important pour les acteurs de la santé de se familiariser avec les normes d'hygiène au sein des hôpitaux. Rappelons que cet atelier s'étale sur 5 jours. Au total, 20 camionneurs ont entamé lundi la navette entre la ville de Zouérat et la zone de Chegat, suite à un accord conclu entre les orpailleurs et les transporteurs portant sur l'homologation des prix du transport des roches à partir des sites de production vers les centres de traitement. Le départ de cette caravane a donné lieu à une cérémonie présidée par le wali de Tiris Zemour, Isselmou Sidi, qui a précisé que l'opération a pour objectif de résoudre les problèmes des petits orpailleurs, dit-il, résultant de la spéculation sur le tarif du transport de leur production en pierre de la zone de Chegat vers les centres de traitement. Cette opération est initiée conjointement par les autorités administratives, la société Ma'aden Mauritanie, les représentants des transporteurs ainsi que ceux des usines de traitement et les broyeurs. Lancement aujourd'hui à Kifa et Nema de l'opération de distribution de kits de santé animale au profit des éleveurs de la Saba et Hodel Sharqi. Une opération soutenue par le projet Réponse aux urgences dues à la Covid-19 en milieu rural et poursuite des activités d'appui institutionnel post-Covid-19. Bokar Bailaba. Le projet Réponse aux urgences dues à la Covid-19 en milieu rural et poursuit des activités d'appui institutionnel post-Covid-19 s'inscrit à la fois en réponse à la situation particulière générée par la pandémie et dans la prolongation des activités stratégiques du RIMRAP. Ainsi, les éleveurs de la Saba ont bénéficié des kits de santé animale, une opération supervisée par l'adjoint au wali de la Saba, Mohamed Abdallahi Cheikh Sidina, qui a indiqué que ces produits de santé animale permettront aux éleveurs de faire face aux défis liés à la pandémie de Covid-19 qui a eu des effets négatifs dans les activités pastorales. Le délégué régional du développement rural en Saba, le président de l'Union des organisations des agriculteurs et éleveurs, ainsi que le président de la zone nord des éleveurs se sont tous accordés pour souligner l'importance du projet Réponse aux urgences dues à la Covid-19 en milieu rural et poursuit des activités d'appui institutionnel post-Covid-19. Ce bénéficiaire a salué la mise en œuvre de cette opération à sa juste valeur. Direction de Hodel Sharqi, là aussi, une opération similaire a été lancée aujourd'hui à Nema, chef-lieu de la wilaya. Ainsi, des équipes ont été formées afin que les kits de santé animale parviennent rapidement aux bénéficiaires à travers la wilaya, et ce en collaboration avec la délégation régionale du développement rural. Yacoub Ismail Mohamed Yahdi est conseiller du wali de Hodel Sharqi, chargé des affaires politiques et sociales, a souligné l'importance du projet Réponse aux urgences dues à la Covid-19 en milieu rural et poursuit des activités d'appui institutionnel post-Covid-19 qui s'intéresse essentiellement aux populations vulnérables de la zone agro-pastorale afin d'améliorer leur résilience. Pour rappel, le projet Réponse aux urgences dues à la Covid-19 en milieu rural et poursuit des activités d'appui institutionnel post-Covid-19 couvre 4 wilayas, Asaba, Gidimaha et les 2 Hod. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres.
L'état-major de la garde nationale abrite une cérémonie de décoration au nom du président de la République, entrant dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Cours et conférences de la grande Mahadra Shingitienne d'Akjouj, le ministre des Affaires islamiques donne le coup d'envoi. De nouvelles procédures pour accompagner l'évolution du mécanisme de contrôle de la liquidité et le renforcement du principe de transparence, annonce la Direction générale du budget. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur.